Ça ressemble à un pèlerinage qui aurait lieu tous les 4 ans, au Sables d'Olonne. Par centaines de milliers, les adorateurs défilent sur les pontons. Pendant 3 semaines, dans ce temple de la course au large, ils peuvent approcher les icônes d'un mythe contemporain, le Vendée Globe. Nous sommes très heureux, nous sommes venus ici cette année pour voir le départ et nous espérons revenir en février pour assister à l'arrivée. Partir 3 mois comme ça en mer tout seul, c'est une aventure humaine extraordinaire et chacun doit se dire au fond de lui-même waouh. Il faut probablement regarder du côté d'événements comme le Tour de France cycliste pour retrouver un tel engouement, une telle ferveur. Mais là, c'est une autre histoire, où il est question d'une multitude de terriens qui restent à quai quand une poignée de marins s'apprête à relever un défi hors norme. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais, je crois que les gens sont vraiment fidèles et attachés à cette course. Ça développe pas mal l'imaginaire des gens. On passe pour des fous furieux, des extraterrestres. Je pense que tout le monde se pose la même question, comment ils font pour faire ce truc de dingue, quoi. Voilà. Moi je me la pose aussi. Ce truc de dingue, c'est une course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Le 6 novembre, ils seront 29 à s'élancer des Sables d'Olonne pour mieux y revenir. Un parcours de 45 000 km qui vous impose d'enchaîner les océans Atlantique, Indien et Pacifique en franchissant le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le fameux cap Horn avant de remonter l'Atlantique. Comme à chaque édition, ce 8e Vendée Globe apporte son lot de nouveautés. L'une des plus notables, c'est la forte participation de concurrents étrangers. 10 nationalités différentes, ça ne s'était jamais vu. C'est super de voir autant de nationalités différentes. Même si la course reste française, les organisateurs font tout pour lui donner une dimension internationale. C'est formidable de la voir évoluer. C'est un peu comme l'olympisme, hein, c'est un moment de fête, c'est un moment de joie, c'est un moment où il y a des valeurs fortes, des belles valeurs, donc ça serait bien que quelque part le Vendée Globe s'internationalise plus et que tout le monde participe à la fête, je trouve ça bien. Outre la France, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Hongrie, l'Espagne et les États-Unis, 4 nouvelles nations font leur entrée dans l'épreuve. L'Irlande, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Pour Kojiro Shiraishi, la patience est une vertu. Il est le premier Asiatique à s'aligner au départ d'un Vendée Globe. Ça fait presque 30 ans que je rêve d'être sur le départ de cette course. Encore maintenant, à 49 ans, le plus important est de ne pas renoncer à mes rêves. Je n'ai jamais arrêté d'y penser, et c'est ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Du jamais vu encore, l'âge des capitaines qui fait le grand écart entre l'américain Rich Wilson, 66 ans, et Alan Roura, jeune Suisse fougueux de 23 ans. Tac. Tant qu'on n'a pas fait le Vendée Globe, on peut pas dire si on est capable de le faire ou pas en fait. Je suis ici pour me battre contre d'autres bateaux, mais on reste des marins et je pense que le nombre de milles au compteur, ça c'est... On s'en fout quoi. C'est sans nul doute l'innovation technique la plus visible de ce Vendée Globe. L'apparition sur les flancs de certains bateaux de ces excroissances en forme de moustache, les foils. 7 concurrents ont fait le choix de ces appendices dernière génération. Ça sert à soulager le bateau, à faire qu'il frotte moins avec l'eau. Voilà. Le foil, il sert clairement en ce qu'on appelle enlever de la surface mouillée. Donc le fait de mettre le foil dans l'eau, ça va soulager l'étrave ou la coque du bateau, et ce qui va faire qu'elle va moins toucher l'eau, donc on va être moins freiné. Ça génère un petit peu plus de traînée quand ça ne fonctionne pas, donc une pénalité dans le petit temps. Et après c'est que des points forts. C'est jeu égal dans le vent médium et c'est plus rapide dans le vent fort à toutes les allures. Architectes et ingénieurs ont imaginé les foils parce qu'ils étaient bridés par la jauge IMOCA au niveau du mât, de la quille et des ballasts. Les bateaux sont donc plus rapides que ceux de la génération précédente, mais exigent beaucoup plus aussi de leur skipper. C'est surtout la gestion de la vitesse qui est différente parce qu'on va être plus rapide plus souvent, atteindre des vitesses de pointe plus élevées. Et donc là, ça demande de la concentration. On sait qu'à ces moments-là, si la mer est mauvaise ou si on se fait arrêter brutalement par une vague, ça peut être dangereux. Le pilotage est plus sportif. On est vraiment sur le fil d'un rasoir, hein, au sens propre.
La semaine dernière, je suis allé dans une boutique et j'ai acheté un casque de rugby pour être sûr que dans des conditions où je ne serais pas serein, je pourrais au moins protéger ma tête. On est beaucoup plus sollicité, mais c'est aussi beaucoup plus amusant. Les deux grandes courses de la première partie de saison, la Transat anglaise et la Transat New York-Vendée, ont été dominées par des foilers. Les concurrents qui n'ont pas cédé à la tentation de ces nouveaux appendices comme Vincent Rioux, vont-ils pouvoir tenir la cadence ? Les foils sont clairement aujourd'hui l'avenir de la voile. Les foilers ont effectivement gagné les deux transats d'avant-saison. Après voilà, sur un tour du monde, c'est encore une problématique différente. Et aujourd'hui, je pense que les deux ont leur chance, pas dans les mêmes conditions, pas sur le même scénario. Et je pense que le scénario des premières semaines sera important sur la réussite de l'une ou l'autre des deux solutions. Sur un tour du monde, les données numériques, au jour d'aujourd'hui, elles nous font gagner 3-4 jours par rapport à un bateau qui ne serait pas équipé de foil. Tout ça, ça reste à prouver. Entre les bateaux qui volent et les autres, c'est certain, ce Vendée Globe va trancher. Il y a une autre chose aussi dont on est à peu près sûr, c'est qu'il va falloir être sacrément costaud pour aller au bout de l'histoire. Et ça n'est pas Jérémy Bayou qui va nous contredire. Il faut être mieux armé et beaucoup mieux préparé sur plein de secteurs, quoi. Et la préparation physique en fait partie. Je me suis plus préparé physiquement. Après, j'estime que je ne le faisais pas suffisamment auparavant. Je pense que le niveau global, il monte. C'est vrai pour les bateaux à foil, mais c'est vrai pour les bateaux à dérive aussi. Ces bateaux-là vont aussi plus vite parce qu'ils développent plus de puissance. Les charges, elles sont sur les écoutes notamment, elles sont plus importantes. Donc à un moment, les manivelles, il faut juste être capable de les tourner. Et là, si tu n'as pas les épaules et les bras, ça passe pas. Allez. Des skippers qui peaufinent leurs conditions physiques, d'autres qui répondent à des sollicitations, des équipes techniques qui mettent la dernière main à de petits travaux, des médias venus du monde entier qui veulent tout savoir, et près de 700 000 visiteurs qui arpentent les 25 000 m² du village officiel. Ainsi va la vie du Vendée Globe, dans la phase ultime qui précède son départ. Morgan Lagravière, lui, découvre tout ça. Il est l'un des 14 concurrents qui prennent part à l'épreuve pour la première fois. Comme un privilège, avant l'ouverture au public, il s'offre une visite privée de l'exposition consacrée au Vendée Globe. Forcément, ça lui parle. C'est assez étonnant de voir finalement la richesse de ces skippers. Il y a quand même pas mal de générations différentes, pas mal de profils différents. Certains qui partent plus pour l'aventure, d'autres qui partent pour la gagne. Donc ouais, c'est rigolo d'avoir tous ces visages finalement sous les yeux. Le visage du skipper de Safran est celui d'un outsider qui n'a jamais passé plus de 15 jours en course, seul en mer. J'appréhende forcément un petit peu, et heureusement, parce que si je ne me posais pas de questions, ce serait presque inquiétant. Forcément, c'est pas une formalité que de partir 80 jours en mer avec un bateau comme ça. Et après, il y a aussi beaucoup d'envie, aussi beaucoup d'excitation pour pouvoir découvrir tous ces endroits, découvrir cette course et être capable de quantifier un petit peu notre capacité à performer dans une épreuve pareille. Morgan Lagravière s'y voit déjà. Bonjour. Jacques Carès, 57 ans, un CV nautique long comme un jour sans vent, et pas moins de 6 tours du monde en tant que compétiteur. C'est certain que le sentiment que j'ai en marchant sur le ponton, c'est vraiment un sentiment de marin. On sait que tous ces bateaux-là vont raconter de très belles histoires, avec des pleurs et des rires forcément. Donc le fait de monter sur le ponton comme ça le matin de bonne heure, c'est vraiment s'immerger dans la course tout doucement et de réfléchir à ce qui va se passer. Il est aujourd'hui le directeur de course du Vendée Globe. Sa mission, son rôle sont essentiels. La responsabilité de tous ces 29 concurrents, forcément, je l'ai au fond de moi-même parce que une fois qu'ils vont être libérés après le départ, c'est là que on rentre en scène et c'est là qu'avec mon équipe, on est vraiment l'œil du quotidien sur chaque concurrent. On va avoir des moments difficiles, on le sait, ça va être notre travail. Alors qu'il est, Jacques et son équipe doivent se concentrer sur le dossier le plus brûlant du moment.
Le départ, c'est une énorme machine parce que déjà la sortie des Sables d'Olonne avec toutes les vedettes, les IMOCA bien sûr, mais les semi-rigides, la Plaisance, les vieux gréements, les vedettes à passagers affrétés. En 1h30, on doit être à peu près on doit être proche de 200 bateaux. Doucement, sûrement, les jours s'égrènent et rapprochent un peu plus les concurrents de la délivrance du départ. À bord du bateau de Konrad Coleman, on vérifie une dernière fois que rien ne manque. Par exemple, les outils de premier secours et d'urgence qui doivent permettre aux skippers de se soigner dans un maximum de situations. Moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire tu m'appelles, on discute, je te dis ok, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je te renvoie un mail, je dis voilà ce que je pense que tu as et voilà le traitement qu'il faut que tu prennes. Et donc, je te l'écris à chaque fois. Je pense que les mentalités ont changé. Je me souviens, les premiers Vendée Globe, le skipper regardait ça en se disant « Oh là là, si on amène une trousse, ça veut dire que je peux avoir un problème médical. » Donc inconsciemment, la trousse, il la mettait dans un coin en se disant « Je vais vite l'oublier parce que ça me stresse de savoir que tout seul sur l'eau, il peut m'arriver un gros problème. » Maintenant, voilà, il regarde la trousse à pharmacie avec un peu plus de sérénité. Au sein du team Saint-Michel-Virbach, ce sont les sacs de nourriture que l'on commence à embarquer. Il y a 9 sacs et l'avitaillement d'un Vendée Globe pour un marin, un skipper, un sportif. Donc c'était bien calé, bien rangé, bien préparé. 150 kg de vivres, essentiellement des produits lyophilisés, sont chargés à l'intérieur du bateau. Le poids étant l'ennemi juré de la performance, c'est bien connu, on a prévu le strict nécessaire. J'ai amené pour 12 semaines de navigation. Donc, voilà, ça représente environ 80 jours, 82 jours de mer. Ouais. Après, il faudra manger les restes. Tout est en place pour arriver à ce moment d'intense émotion où il va falloir larguer les amarres, avant de se colter avec la démesure de l'épreuve ultime, de la course absolue, avant de se lancer dans un tour du monde, autant que dans un tour de soi. Waouh, quand même. C'est ce qu'on va chercher finalement dans les mers du Sud, c'est ces vagues-là, quoi. J'espère qu'elles seront un peu moins abruptes quand même. Le rêve, le Graal, c'est de gagner. C'est ce qu'on vient tous chercher. Faire mieux qu'il y a 4 ans sans gagner, c'est la victoire, sinon rien. Voilà, il n'y a pas d'autre scénario. Là, ces 3 mois là, qui arrivent là, dans ta vie, c'est des moments où il faut se gaver, faut les prendre, faut les croquer à pleines dents. C'est l'histoire bien connue de ce fou du village qui se tape la tête contre les murs. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Moi, tout me fait rêver là. Il y avait peut-être plus d'angoisse, je dirais, au début du projet que maintenant. Et maintenant, c'est le bonheur de. Enfin, j'ai envie de partir et de vivre ce Vendée Globe à fond, quoi. Dire là-dedans qui est-ce qui va réussir à s'en sortir, qui est-ce qui va avoir les bonnes opportunités et qui saura les saisir, c'est juste impossible. La légende du Vendée Globe, chapitre 8, début le dimanche 6 novembre à 13h02.